Bonjour, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais vous présenter mon expérimentation dans le portage de Go en Python, et plus particulièrement du scheduler et de tout ce qui est channel et GoRoutine. Juste quelques mots pour m'introduire un petit peu. Donc, je suis un artisan web, c'est comme ça que je me définis. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans différents projets web, plus particulièrement orientés données. Je suis membre du projet QGB, je suis le créateur du projet Junicorn et puis je travaille sur pas mal d'autres projets, essentiellement open source. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon expérimentation dans le portage de Go en Python. Pourquoi vouloir porter Go en Python? Déjà parce que je suis assez fatigué du statu quo actuel sur toutes les librairies qu'on utilise. On utilise Event, on utilise Eventlet, on a maintenant A5io, etc. Mais toutes ces librairies sont toutes basées autour d'une boucle d'événements. Elles sont toutes essentiellement orientées I/O, elles sont toutes essentiellement orientées écriture de données sur un socket et lecture de données sur un socket. Et je voulais faire quelque chose de plus. Et je veux quelque chose qui ne soit pas forcément basé sur une boucle d'événements, parce que les boucles d'événements, c'est bien sympathique. Mais on se trimballe des callbacks à tire-larigot. On essaye de faire un code qui soit synchrone avec du code qui est complètement asynchrone dans une boucle d'événements. Donc on n'a aucun contrôle sur ce code. Et je voulais quelque chose de différent. J'ai pas mal joué avec Go dernièrement. Et j'ai trouvé que le modèle correspondait parfaitement à Python et pouvait être assez facilement adapté. Et puis, pour être vraiment honnête, c'est surtout une manière de me distraire, d'apprendre quelque chose et me plonger dans le code de Go pour pouvoir le porter en Python était assez intéressant. Avant d'introduire ce que j'ai fait, je vais présenter rapidement comment fonctionne Go. Et Go, la base même de Go, c'est son modèle de mémoire. Go s'articule autour de deux axes qui sont les goroutines. Les goroutines, ce sont des coroutines, c'est-à-dire des instructions qui sont placées plusieurs instructions qui peuvent être lancées dans un thread. On peut interrompre une instruction dans un thread et lancer l'autre instruction dans un thread. De manière générale, lorsque vous lancez votre programme, vous lancez une instruction et elle se lance dans un thread. Les coroutines vous permettent de lancer plusieurs instructions dans le même thread en en les empilant dans une stack. Go, pour pouvoir avoir un code concurrent, de même que dans la vie réelle, va isoler ces coroutines les unes par rapport aux autres, faire en sorte que chacune de ces coroutines ne puisse discuter les unes avec les autres de manière globale. Donc vous ne pouvez pas passer de variables globales entre les coroutines. Vous pouvez concrètement, Go a des variables globales, mais vous ne voulez pas utiliser des variables globales, parce que utiliser des variables globales, c'est tout simplement dire à votre programme: hey, ma variable, t'as quelle valeur? Et là, vous interrompez tout votre programme. Ensuite, vous souhaitez récupérer, vous lisez cette variable globale, vous l'éditez et vous interrompez à nouveau votre programme. Et vous ne voulez pas ça si vous voulez que votre code soit concurrent. Si vous voulez que vos coroutines, que vos instructions tournent en parallèle, vous ne voulez pas utiliser de variable globale. Et Go va s'assurer que vous ne pouvez pas passer de variable globale entre vos coroutines. Et la seule manière donc de discuter, puisqu'il faut quand même discuter entre vos instructions de code, c'est d'utiliser des channels. Et les channels, c'est comme des pipes sous Unix ou des sockets. C'est une manière d'envoyer et de recevoir des données entre les coroutines. Et Go va le faire en partageant l'espace mémoire entre ces coroutines. Donc vous allez passer une variable d'une coroutine à l'autre en utilisant la mémoire. Chose qu'on peut faire en Python en utilisant mmap, par exemple, ou des choses comme ça. Pardon. Évidemment, vous voulez... on ne va pas passer qu'un seul channel entre plusieurs coroutines, ça serait particulièrement inefficient. De la même manière que lorsque vous voulez, par exemple, écouter sur plusieurs sockets ou écouter sur plusieurs pipes, vous allez pouvoir écouter sur plusieurs channels en Go, en utilisant select. Évidemment, les coroutines en elles-mêmes ne suffisent pas. Il faut quelque chose qui permette à ces coroutines de s'articuler entre elles, qui permette à votre code de pouvoir tourner de manière concurrente. Et pour ça, vous avez besoin d'un scheduler. De la même manière que sous Unix,
vos threads ou vos process sont lancés dans le système, et votre système, le noyau Linux va s'assurer, ou le noyau BSD va s'assurer que vos process tournent sur un CPU ou sur un cœur ou ce genre de choses. Le scheduler de Go va s'assurer que vos Go routines puissent tourner concurremment et parfois même en parallèle. Il y a dans Go trois entités principales. Il y a premièrement le thread, qui est nommé M pour machine, le scheduler, le contexte du scheduler, nommé P pour process, qui va contenir toutes les instructions à tourner dans ce contexte, et la goroutine, donc, qui est l'élément unitaire le plus simple, qui va exécuter le code. Donc un process, en fait, c'est un contexte, c'est tout simplement une queue de toutes les instructions à exécuter, de toutes les goroutines à exécuter, dans l'ordre, qui sont gardées. Un contexte, à un seul moment, exécute une seule goroutine, et un contexte est tenu par un seul thread M à un seul moment. Vous pouvez régler le nombre de contextes. Par défaut, il est de 1, mais vous pouvez exécuter n contextes. Généralement, vous allez exécuter le nombre de contextes par le nombre de cœurs ou de CPU que vous avez sur votre machine. Ce qui permettra d'exécuter plusieurs goroutines en parallèle. Mais pourquoi avoir un contexte? Parce que finalement, on pourrait juste tenir la queue au niveau du thread et ne pas utiliser de process. La raison évidente, c'est parce qu'on va avoir plusieurs contextes qui peuvent tourner en parallèle. Et l'autre façon, c'est que nous avons des instructions qui, dans tous les cas, sont bloquantes. Lorsque vous attendez sur un socket, lorsque vous lisez un fichier, toutes ces instructions sont bloquantes et interrompent à un moment donné votre système. Et Go va gérer cela en disant, voilà, j'ai mon instruction, donc si vous regardez à gauche, sur le premier schéma, oui, nous avons l'instruction qui arrive dans la goroutine, et cette instruction va être bloquante. Par exemple, j'attends une donnée d'un socket. Pardon. J'attends une instruction sur un socket. Et Go, pour ça, va dire, pas de problème, on va continuer à attendre sur cette socket-là, et je vais passer mon contexte, ma run queue, je vais la passer sur un autre process, sur une autre machine. Donc ce qui va arriver, c'est que il va sortir le thread, il va assigner le contexte, la run queue, à un nouveau thread, nommé M1, laisser tourner l'instruction bloquante sur le thread M0, et exécuter la prochaine goroutine qui était dans la queue. Pour éviter de prendre trop de temps à faire ça, Go, à chaque fois que vous lancez une goroutine, à chaque fois que vous lancez un nouveau scheduler, va lancer un thread immédiatement. Comme ça, vous n'allez pas attendre qu'un nouveau thread se lance, et vous n'allez pas non plus utiliser trop de mémoire, puisque votre thread va attendre tranquillement en arrière-plan qu'une instruction lui soit assignée. Lorsque l'instruction bloquante a fini, il finit d'exécuter la goroutine et laisse le thread en arrière-plan tourner. On n'a pas trop à s'inquiéter de problèmes de mémoire, puisque un thread en lui-même, lorsqu'il ne fait rien, n'utilise que 4 kg de mémoire vive. Évidemment, ça ne s'arrête pas là. L'une des raisons pour laquelle on a des contextes, c'est pour pouvoir faire aussi, quand on a plusieurs contextes, c'est pour pouvoir exécuter du code en parallèle. Et je ne sais pas si vous vous rappelez dans votre passé, ou même peut-être que vous le faites encore aujourd'hui, ou de toute manière ça se fait de manière assez globale, mais lorsqu'on veut faire beaucoup de travail en parallèle, généralement on peut soit lancer plusieurs codes en parallèle, mais on peut aussi vouloir, à un moment donné, puisqu'on n'a rien d'autre à faire, utiliser le code de son voisin. Voler le code de son voisin. J'ai du Wi-Fi qui s'assigne. Et c'est exactement ce que va faire Go pour améliorer le parallélisme. Lorsqu'un contexte n'a rien à faire, lorsqu'il n'a aucune goroutine qui attend, mais lorsqu'il va voir que son voisin, un autre contexte, a plusieurs goroutines qui attendent, il va tout simplement prendre une partie des goroutines dans sa queue et commencer à les exécuter. C'est ce que montre le schéma suivant.
Donc nous avons deux contextes, un contexte qui n'a aucune coroutine assignée, un contexte qui est en train de tourner une coroutine et qui a une run queue avec 3 coroutines qui attendent d'être exécutées. Le contexte, le scheduler va voir ça et va dire au contexte, tu peux prendre du boulot à l'autre contexte. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Donc le contexte va prendre 2 des coroutines de la run queue du premier contexte, en exécuter une. Et donc à ce moment-là, vous avez 2 coroutines qui s'exécutent en parallèle. Actuellement, dans la version 1.1 et avec la version 1.2 maintenant, avec la nouvelle version qui arrive, la 1.2, dans la 1.1, le scheduler de Go est coopératif. C'est-à-dire que lorsque vous exécutez un socket, lorsque vous exécutez une instruction, il va s'assurer que cette instruction est bloquante, par exemple, et lancer d'autres instructions. Donc il va marquer certaines instructions comme bloquantes ou marquer certaines loops, certains for, certains while comme bloquantes et leur dire voilà, tu es en train de t'exécuter, ok, regarde dans le scheduler à partir de ce moment-là s'il y a autre chose à tourner en parallèle, interrompt l'exécution d'une coroutine et exécute l'autre coroutine. C'est ce qu'on appelle le mode coopératif. Maintenant, les schedulers, le scheduler qui est dans votre noyau Unix, le scheduler qui est dans un noyau Erlang ou le scheduler qui est dans Rust maintenant, travaille plus avec de la préemption. C'est-à-dire que toutes les n opérations, donc par exemple ça peut être 1000 boucles dans une boucle for ou dans une boucle while, il va aller interroger la run queue, savoir s'il y a une autre coroutine à tourner et tourner la coroutine, interrompre la coroutine qui est en train de tourner et exécuter la suivante et ainsi de suite, toutes les n opérations. Donc en plus du mode coopératif, la version 1.2 de Go va rajouter ce mode de préemption pour exécuter le travail de manière plus efficiente. Implémenter tout ça en Go est un certain challenge, et toujours un certain challenge en fait, pour plusieurs raisons, et la principale raison c'est la guilde. Donc la guilde concrètement, ça consiste à s'assurer que vous avez à tout moment un seul thread qui s'exécute dans votre application. Donc vous pouvez lancer plusieurs threads dans votre Python. Ces threads sont des vrais threads OS, donc le travail s'exécute théoriquement en parallèle, mais la guilde, elle, va faire en sorte que lorsque vous interrogez un thread, elle va interrompre tout le travail de tous les autres threads, regarder le résultat du thread et récupérer le résultat et réexécuter les autres threads en parallèle. Ce qui fait que, en quelque sorte, utiliser les threads pour faire tourner le travail en parallèle dans Python, ça sert à rien, strictement à rien. À part pour les opérations I/O, puisque lorsque vous allez attendre sur un socket, lorsque vous allez attendre sur la lecture pour pouvoir écrire ou lire un fichier, le noyau, le système Linux ou le système Windows va s'assurer que ces instructions tournent en arrière-plan. Donc lancer des threads en Python pour des opérations I/O a du sens. L'autre chose, c'est que évidemment dans Python on a le YEL et dans Python 3.3 on a le YEL from et le YEL send qui permettent d'exécuter des opérations de manière qui permettent d'interrompre votre programme et d'exécuter une autre frame dans votre programme. D'une part, je trouve que l'API n'est pas très jolie, n'est pas très humaine. J'aime pas le YEL from YEL send. Je suis toujours à me poser la question, est-ce que je suis en train d'envoyer sur cette opération qui attend, ou est-ce que j'essaye de recevoir une donnée sur cette opération qui est interrompue? J'arrive jamais à m'en souvenir. C'est pas très simple. Et puis d'autre part, les YEL travaillent toujours que sur une seule frame dans votre thread, que sur une seule partie de la stack dans votre thread, donc c'est pas très efficace. Et une vraie implémentation de coroutine telle que le font les continuelets dans PyPy, ou telle que le fait les greenlets dans CPython ou dans Parallel Python ou d'autres choses de ce genre, sont beaucoup plus efficaces. En prenant toutes ces choses-là en considération, j'ai donc dû faire des choix. La première, c'est que donc Python, vu que les threads ne servent à rien, ne servent pas pour exécuter des opérations en parallèle, j'ai donc décidé d'exécuter qu'un seul contexte, d'avoir qu'un seul contexte par machine virtuelle Python, par shell Python. Donc
toutes les coroutines sont toujours exécutées dans le thread principal. Par contre, puisque on peut utiliser les threads pour des opérations I/O, je vais quand même utiliser les threads pour lancer des opérations I/O. Et donc, alors que Go, lorsqu'une opération bloquante arrivait, lançait un nouveau thread, lançait la prochaine opération dans un nouveau thread, je fais l'inverse dans mon implémentation. Je vais continuer à exécuter les coroutines dans le main thread et je vais exécuter ces opérations bloquantes dans un nouveau thread. Donc je lance ces opérations bloquantes qui sont principalement des opérations I/O dans un nouveau thread. Donc elles peuvent tourner en background et je continue à exécuter les coroutines dans le main thread. Donc pour ça, j'ai créé une petite librairie qui s'appelle Offset, que vous pouvez trouver sur ma repo GitHub, sur mon GitHub. C'est compatible 2.7, 3.3 et puis PyPy. Pourquoi offset? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un offset, mais lorsque vous prenez une plante, de temps en temps, vous avez une nouvelle plante qui va naître sur la même plante. Donc elles naissent du même ADN, mais au final, elles vont avoir deux vies distinctes, deux ADN distincts en étant sur la même queue, sur la même tige. Et c'est exactement ce que c'est offset. J'utilise l'ADN de Python pour coder ma librairie et je lui greffe un nouvel ADN qui est celui de Go. C'est pour ça que je l'ai appelé offset. Offset utilise Python Fiber plutôt que les greenlets pour gérer les goroutines. Python Fiber utilise le code de PyPy pour gérer tout ce qui est interruption de code, pour utiliser les goroutines. Donc il utilise Stacklet, qui est l'instruction de base pour gérer des continuels dans PyPy, et qui est porté en CPython. Et le gros avantage de Python Fiber, c'est que c'est garbage collected, c'est-à-dire que lorsque vous avez votre greenlet et lorsque vous avez le garbage collector qui s'exécute, votre greenlet va lancer une exception et vous allez devoir catcher cette exception. De temps en temps, ça arrive. Et donc, c'est pas génial. Les Python Fiber s'assurent que lorsque le garbage collector tourne et que la coroutine n'est pas utilisée, elle va être tranquillement gérée par le garbage collector, sans réaliser d'exception, etc. Tout ça, c'est de toute manière abstrait dans une classe, ce qui fait que si demain j'ai envie, plus principalement par masochisme qu'autre chose, d'utiliser les YEL ou de rajouter les YEL sendFrom ou sendSed, je pourrais le faire en utilisant cette classe. Donc dans Offset, il y a pareil que dans Go trois entités. Il y a un OS-spread qui est appelé F pour futur, puisque je vais utiliser la librairie future qui est dans Python 3.3 et qui est backporté en 2.7 et pour PyPy aussi. Cet OS-spread sera utilisé pour lancer les appels bloquants. J'ai un scheduler, un contexte par VM qui va maintenir la queue des coroutines et une coroutine G. À la différence de Go, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait un M qui était un thread qui maintenait le process. Ici, j'ai qu'un seul process qui tourne dans mon main thread, donc mon process maintient la run queue, et j'ai mes futurs qui sont lancés à côté pour exécuter les 6 corps. Donc, lorsqu'une goroutine s'exécute, je peux avoir un seul moment, une seule goroutine qui s'exécute dans ma queue et les autres fonctions qui s'exécutent. Donc, j'utilise pas la version 1.2 du scheduler de Go, déjà parce que ça serait un peu compliqué de le faire en Python. Donc le scheduler dans Offset est coopératif en lui-même. Et de la même façon que Go a marqué certaines fonctions comme bloquantes, par exemple socket receive est bloquant, socket accept est bloquant, lire un fichier ou lire un répertoire est bloquant, donc toutes ces instructions sont marquées comme bloquantes. Et toutes ces instructions, puisque marquées comme bloquantes, vont entraîner vont faire appel au scheduler et lui demander s'il y a une autre coroutine qui peut tourner à ce moment-là et gérer l'appel bloquant. J'ai fait la même chose dans Offset et de même que gEvent ou Eventlet le font, je monkey patch les fonctions de la librairie système de Python pour les marquer comme bloquantes. Donc lorsque vous allez appeler la librairie socket, lorsque vous allez appeler la librairie select ou autre, j'ai patché ces fonctions pour les marquer comme bloquantes. Mais juste ça. Je les patch juste pour leur dire ceci est un appel bloquant et tu dois l'exécuter comme tel. Au contraire de gEvent ou de Eventlet qui cherchent à remplacer les fonctions, qui cherchent donc à gérer, puisqu'ils utilisent une event loop, à gérer le côté asynchrone tout en faisant comme si c'était synchrone pour vous.
je ne cherche pas à faire ça, je considère que tout est bloquant. Et donc, lorsque ma fonction est bloquante, lorsqu'elle va arriver, je vais l'exécuter dans une future, dans un nouveau thread. Et vous pouvez régler ce nombre de threads avec une variable d'environnement qui est offset max thread. Ce que montre le schéma suivant. Donc j'ai ma run queue, j'ai mon process qui tourne à un seul moment une goroutine, et puis cette goroutine va effectuer un appel bloquant. Donc un socket receive, un socket accept, ou une lecture de fichier, ou peu importe, quel que soit l'appel bloquant. À ce moment-là, je vais enlever la goroutine du scheduler, continuer de l'exécuter, et placer l'appel bloquant, donc le socket accept, je vais lancer cet appel bloquant dans un nouveau thread, dans une future. Et je vais utiliser les futures. Donc les futures, c'est vous avez une pool qui lance un ensemble de threads. J'utilise les threads, j'utilise pas les process. Qui va lancer un ensemble de threads au préalable et qui maintient une queue de ces appels à lancer dans les threads. Donc à chaque fois qu'un appel finit, il va appeler une nouvelle fonction. Et donc moi, lorsque je lance un socket receive ou un socket accept, je le lance dans une nouvelle future, dans un nouveau thread. Lorsque l'appel bloquant finit, je vais remettre ma goroutine dans la queue et elle sera exécutée la prochaine fois que mon scheduler va retourner sur cette queue. Donc, lorsque, par exemple, je fais un socket receive et que ma donnée arrive, la future va se terminer. Je vais récupérer le résultat, je vais remettre la goroutine dans la queue et la prochaine fois que la goroutine sera exécutée, vous lirez votre variable comme si vous aviez effectué un bête appel bloquant. Sans même vous rendre compte que cet appel aura été exécuté dans un nouveau thread. Voici un simple exemple en Python. Donc vous avez à gauche le code en Python et à droite le code en Go. Comme dans Go, j'utilise Go pour lancer des goroutines, la fonction Go pour lancer des goroutines. J'utilise main_task pour marquer la première fonction qui sera exécutée, puisque dans Go, vous créez des exécutables comme en C. Et dans Go, la fonction main sera la première fonction qui sera exécutée, et Go va s'assurer que cette fonction soit exécutée dans dans une goroutine dès le départ. Et c'est exactement ce que fait le décorateur main_task. Il va marquer la fonction main ici et dire au scheduler que c'est la première fonction à exécuter. Donc il va commencer à exécuter le code ici. Ici, l'exemple fait une seule chose. Donc il lance une goroutine et cette goroutine aura pour seule fonction de dire world et elle va le dire toutes les 100 millisecondes. Toutes les 100 millisecondes, en fait, cette fonction time, qui est la fonction time de offset, va appeler le scheduler et exécuter l'autre goroutine. Et ma main goroutine, ma main function, fait une seule chose, elle dit hello. Et donc vous allez avoir, et elle le fait 5 fois. Et donc vous allez avoir 5 fois, elle va dire hello, le scheduler va exécuter ensuite la fonction say, pour dire la goroutine pour dire world, il va dire world, revenir au scheduler, là il ne trouvera que la fonction main, il va dire hello, il va revenir au scheduler, il va trouver la fonction qui dit world, il va dire world, et donc vous allez avoir 5 fois hello world dans l'ordre du scheduler. Et vous voyez le code en Go à droite qui est assez similaire au code en Python, modulo le fait que j'appelle la fonction run en Python pour exécuter le scheduler, chose que ne fait pas Go puisque le runtime est embarqué dans l'exécutable. Les channels sont aussi complètement implémentés dans Offset. Donc lorsque vous envoyez une donnée, lorsqu'un channel veut envoyer une donnée ou lorsqu'un channel veut recevoir une donnée, la goroutine, ce que va faire le scheduler, c'est qu'il va enlever la goroutine de la run queue, attendre qu'un message arrive. Lorsqu'un message arrive dans le channel, il va replacer la goroutine dans la run queue. Et à ce moment-là, vous allez lire votre résultat. Ce qui fait que vous pouvez exécuter plusieurs instructions en parallèle et utiliser les channels donc, pour communiquer entre plusieurs goroutines pour vous envoyer ou recevoir des données. Ouais. Donc pareil, un exemple à gauche en Python et un exemple à droite en Go. Ici, on fait une seule chose, on fait une somme. Et pour accélérer la somme, on va splitter une liste en 2 parties. On va créer 2 goroutines, et ces 2 goroutines font une seule chose, c'est qu'elles vont sommer chacune les parties de la liste. Elles vont sommer chacune des parties de la liste. Lorsqu'elles ont fini de sommer, elles envoient au channel la valeur. Et la main goroutine fait une seule chose, c'est qu'elle va attendre la valeur de chacune des goroutines.
Donc le X va recevoir une partie du channel, le résultat de la première coroutine. Le Y va recevoir le résultat de la deuxième coroutine, va sommer le résultat final et vous aurez sommé votre liste en 2 instructions parallèles. Donc les channels sont complètement implémentés, même les buffer channels. Donc un buffer channel, c'est normalement lorsque vous envoyez un channel, lorsque vous faites un send, il va bloquer la coroutine, l'enlever de la run queue et attendre de recevoir cette valeur. Et attendre que quelqu'un la reçoive. Et pareil pour celui qui le reçoit, il va enlever la coroutine de la run queue et attendre que quelqu'un lui envoie une donnée. Maintenant, il peut être parfois utile de pouvoir envoyer plusieurs données dans le channel sans bloquer. Et c'est exactement ce que font les buffers. Donc tant que le buffer n'est pas plein, tant que vous n'avez pas atteint la limite du buffer, il va envoyer les messages sans attendre que quelqu'un le reçoive. C'est ce que montre l'exemple suivant. Ici, donc, on crée un make chan, pareil, sauf qu'on va lui attribuer une taille de 2. On va envoyer 2 fois 1 au channel, sans bloquer cette fois-ci. Et puis là, donc, on va commencer à recevoir. Et ici, à ce moment-là, le receveur, lui, bloque. Donc tant qu'il n'a pas reçu de données, il bloquera. Ici, il va jamais bloquer puisqu'il y a déjà une valeur qui est dans le channel, donc il va printer 1, et ensuite il va printer 2 sur la deuxième fois. Et à droite, le code en Go qui est assez similaire à celui en Python. De la même façon que en Go, vous pouvez attendre sur plusieurs channels en utilisant la fonction select, vous pouvez faire la même chose en Python. Pour le coup, cet algorithme de select a été assez compliqué. Il m'a fallu un bon petit mois pour l'avoir assez correct. Et concrètement, le select en Go vous permet de recevoir une instruction lorsque vous décidez d'attendre de recevoir de plusieurs channels des données. Vous essayez d'attendre que plusieurs données soient envoyées à plusieurs channels. Et votre select va s'assurer que lorsque une des opérations qui est effectuée, soit envoyer une donnée, soit recevoir une donnée, il revient à votre code et vous permet de l'exécuter. Ce qui vous permet d'assurer de la concurrence, puisque lorsque vous voulez envoyer une donnée à un channel, recevoir une autre donnée d'un channel sans bloquer, et vous faites un select, et vous attendez que la première des instructions tourne et vous revenez à votre code. Ce qui permet d'exécuter plusieurs codes en parallèle. L'algorithme de select fonctionne en 3 passes. La première, c'est qu'il va regarder si une des opérations a déjà été effectuée. Si c'est le cas, il retourne immédiatement et il vous retourne le résultat de la première opération qu'il a trouvée, de manière aléatoire. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il va ajouter l'algorithme à tous les channels, évaluer toutes les opérations. Il va ajouter, s'il est en train d'attendre d'envoyer une donnée, il va s'ajouter à ce channel pour envoyer la donnée. Il va s'ajouter au channel pour recevoir des données, etc., etc. Donc il va s'ajouter à tous les channels. Et le premier channel qui fait une opération, il va revenir vers cette coroutine. La coroutine va revenir, va se réexécuter, et dans ce cas-là, il va se retirer de tous les channels pour éviter que votre opération soit réeffectuée plusieurs fois. Donc vous exécutez votre code, et par exemple, si vous le placez dans une loupe, vous pouvez refaire un select sur le reste des opérations effectuées, etc. Voici un exemple en Python et en Go avec la fonction de Fibonacci. Donc on a dans la fonction main, on crée un premier channel qui est le makeChan qui va servir à envoyer les données. On crée un deuxième channel qui est le channel quit. Et cette chose va faire que lorsqu'on envoie un quit sur ce channel, eh bien, la coroutine va arrêter de s'exécuter et il nous permettra de quitter le programme. On exécute une coroutine dont la seule raison est d'imprimer 10 fois les 10 premières valeurs de la fonction de Fibonacci. Et on exécute ensuite la fonction de Fibonacci avec ce channel C et ce channel quit. Et donc, 10 fois, ce que fait la première coroutine, donc, ça marche pas vraiment ce truc. Donc, ce que fait la première coroutine, donc, elle va recevoir la valeur et la printer. Donc, ici, cette instruction dans la coroutine est bloquante, le print est bloquant. Donc, à chaque fois qu'il reçoit, il dit à la fonction main, la fonction de Fibonacci, de s'exécuter. Et donc, la fonction Fibonacci décide d'envoyer la valeur dans le channel et de recevoir le channel quit. S'il reçoit une valeur dans le channel quit, il quitte. Sinon, il exécute la fonction Fibonacci et attribue la variable x plus y à la variable y. Hein, et oui, c'est ça. Et y à x. Et donc ici, il fait un select
s'il peut envoyer, il envoie, et donc ce sera printé dans la goroutine. S'il reçoit un quit, puisque la goroutine a fini d'afficher les 10 dernières valeurs, elle envoie un quit. S'il reçoit un quit, il arrête de calculer la fonction et quitte tout simplement. Il y a d'autres fonctions qui sont présentes dans Offset, hein, donc toutes les fonctions de synchronisation qui permettent de faire des mutex, des sémaphores, etc. Mais contrairement à Go qui le fait à travers des threads, en posant les threads, etc., tous ces locks, etc., sont atomiques. Et pour ça, il utilise des macros en C pour le faire, avec CFFI pour être compatible avec PyPy. Et donc tous ces locks sont atomiques, ce qui fait qu'à aucun moment vous interrompez vraiment un thread. Il va juste s'assurer qu'à un instant T, il va s'assurer que votre lock existe, et puis il va continuer, etc. Toutes les fonctions de time sont présentes, tous les timers, donc vous pouvez lancer un timer dans une goroutine et il va s'assurer que votre goroutine s'exécute tous les n fois, toutes les n millisecondes. Le sleep est implémenté, le ticker est implémenté, le channel ticker. Et alors j'ai marqué en coming, mais donc le net, toutes les API net et I/O de Go sont en train d'être portées aussi dans Offset. Et l'API net est quasiment entièrement portée. Tout ce qui est gestion des sockets, tout ce qui est poll server, et pour s'assurer que tout ça soit géré de manière bloquante dans des threads, tout ça c'est déjà implémenté. Donc il ne reste plus qu'à faire le truc. Et puis j'en ai fini en fait. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est m'assurer de pouvoir lancer plusieurs VM en parallèle et puis de peut-être virer la fonction call. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Donc nous avons le temps pour une question. Pour ton implémentation du mode multi-VM, comment tu vas implémenter les channels pour communiquer des données entre les différents processus ? En fait, lorsque je vais savoir qu'une fonction va s'exécuter avec tel argument, je peux le mettre, au lieu de créer ma fiber exactement, je vais juste enregistrer le fait que je dois lancer ma fonction, ma fiber, spanner plusieurs process, spanner plusieurs process, et passer justement quand un process va voir qu'il y a une run queue qui a un travail à exécuter, l'exécuter dans son propre process. Chaque fiber, chaque proc sera exécuté dans un seul process à chaque fois. Exactement comme Go en fait. Et pour les channels, j'utilise mmap. Il y a une branche en fait sur ma repo qui utilise mmap qui permet de passer dans les espaces mémoire toutes les données entre chacun des VM. Merci encore Benoît pour ta présentation.